L'armée française, sous les ordres du premier consul Napoléon Bonaparte, traverse le mont Saint-Bernard par Adolphe Thiers. On se mit en route entre minuit et 2 heures du matin pour devancer l'instant où la chaleur du soleil, faisant fondre les neiges, précipitait des montagnes de glace sur la tête des voyageurs téméraires qui s'engageaient dans ces gorges affreuses. Il fallait 8 heures pour parvenir au sommet du col, à l'hospice même du Saint-Bernard, et 2 heures seulement pour redescendre à Saint-Rémy. On avait donc le temps de passer avant le moment du plus grand danger. Les soldats surmontèrent avec ardeur les difficultés de cette route. Ils étaient fort chargés car on les avait obligés à prendre du biscuit pour plusieurs jours et avec du biscuit une grande quantité de cartouches. Ils gravissaient ces sentiers escarpés, chantant au milieu des précipices, rêvant la conquête de cette Italie où ils avaient goûté tant de fois les jouissances de la victoire, et ayant le noble pressentiment de la gloire immortelle qu'ils allaient acquérir. Pour les fantassins, la peine était moins grande que pour les cavaliers. Ceux-ci faisaient la route à pied, conduisant leur monture par la bride. C'était sans danger à la montée, mais à la descente, le sentier fort étroit, les obligeant à marcher devant le cheval, ils étaient exposés, si l'animal faisait un faux pas, à être entraînés avec lui dans les précipices. Il arriva en effet quelques accidents de ce genre, mais en petit nombre, et il périt quelques chevaux, mais presque point de cavaliers. Vers le matin, on parvint à l'hospice, et là, une surprise ménagée par le premier consul ranima les forces de la bonne humeur de ces braves troupes. Les religieux, munis d'avance des provisions nécessaires, avaient préparé des tables et servirent à chaque soldat une ration de pain, de vin et de fromage. Après un moment de repos, on se remit en route et on descendit à Saint-Rémy sans événement fâcheux. Chaque jour, il devait passer l'une des divisions de l'armée. L'opération devait donc durer plusieurs jours, surtout à cause du matériel qu'il fallait faire passer avec les divisions. On se mit à l'œuvre pendant que les troupes se succédaient. On fit d'abord voyager les vivres et les munitions. Pour cette partie du matériel qu'on pouvait diviser, placer sur le dos des mulets dans de petites caisses, la difficulté ne fut pas aussi grande que pour le reste. On s'occupa enfin de l'artillerie. Les affûts et les caissons avaient été démontés et placés sur des mulets. Restaient les pièces de canon elles-mêmes. On imagina de partager par le milieu des troncs de sapin, de les creuser et d'envelopper avec ces deux demi-troncs une pièce d'artillerie et de la traîner ainsi enveloppée le long des ravins. Grâce à ces précautions, aucun choc ne pouvait l'endommager. Des mulets furent attelés à ce singulier fardeau et servirent à élever quelques pièces jusqu'au sommet du col. Mais la descente était plus difficile. On ne pouvait l'opérer qu'à force de bras et en courant des dangers infinis parce qu'il fallait retenir la pièce et l'empêcher, en la retenant, de rouler dans les précipices. Malheureusement, les mulets commençaient à manquer. Les muletiers surtout, dont il fallait un grand nombre, étaient épuisés. On songea dès lors à recourir à d'autres moyens. On offrit aux paysans des environs jusqu'à 1 000 francs par pièce de canon qu'ils consentiraient à traîner de Saint-Pierre à Saint-Rémy. Il fallait 100 hommes pour entraîner une seule, et un jour pour la montée et un jour pour la descendre. Quelques centaines de paysans se présentèrent et transportèrent en effet quelques pièces de canon, conduits par des artilleurs qui les dirigeaient.
Mais l'appât même du gain ne put pas les décider à renouveler cet effort. Ils disparurent tous et, malgré les officiers envoyés à leur recherche et prodiguant l'argent pour les ramasser, il fallut y renoncer et demander aux soldats des divisions de traîneaux eux-mêmes leur artillerie. On pouvait tout obtenir de ces soldats dévoués. Pour les encourager, on leur promit l'argent que les paysans épuisés ne voulaient plus gagner. Mais ils le refusèrent, disant que c'était un devoir d'honneur pour une troupe de sauver ses canons, et ils se saisirent des pièces abandonnées. Des troupes de 100 hommes sortis successivement des rangs les traînaient chacune à son tour. La musique jouait des airs animés dans les passages difficiles et les encourageait à surmonter ces obstacles d'une nature si nouvelle. Arrivés au faîte des monts, on trouvait les rafraîchissements préparés par les religieux du Saint-Bernard. On prenait quelques repos pour recommencer à la descente de plus grands et de plus périlleux efforts. On vit même 2 divisions qui, à leur avancée, ne permettaient pas de descendre dans la même journée, aimaient mieux bivouaquer dans la neige que de se séparer de leurs canons. Heureusement, le ciel était serein et on n'eut pas à braver, outre les difficultés des lieux, les rigueurs du temps. Quant au premier consul, il se mit en marche pour traverser le col le 20 avant le jour. L'aide de camp Duroc et son secrétaire Bourrienne l'accompagnaient. Les arts l'ont dépeint franchissant les Alpes sur un cheval fougueux. Voici la simple vérité. Il gravit le Saint-Bernard monté sur un mulet, revêtu de cette enveloppe grise qu'il a toujours portée, conduit par un guide du pays, montrant dans les passages difficiles la distraction d'un esprit occupé ailleurs, entretenant les officiers répandus sur la route, et puis, par intervalles, interrogeant le conducteur qui l'accompagnait, se faisant conter sa vie, ses plaisirs, ses peines, comme un voyageur oisif qui n'a pas mieux à faire. Ce conducteur, qui était tout jeune, lui exposa naïvement les particularités de son obscure existence, et surtout le chagrin qu'il éprouvait de ne pouvoir, faute d'un peu d'aisance, épouser l'une des filles de cette vallée. Le premier consul, tantôt l'écoutant, tantôt questionnant les passants dont la montagne était remplie, parvint à l'hospice où les bons religieux le reçurent avec empressement. À peine descendu de sa monture, il écrivit un billet qu'il confia à son guide, en lui recommandant de le remettre exactement à l'administrateur de l'armée resté de l'autre côté du Saint-Bernard. Le soir, le jeune homme, retourné à Saint-Pierre, apprit avec surprise quel puissant voyageur il avait conduit le matin et sut que le général Bonaparte lui faisait donner un champ, une maison, les moyens de se marier enfin et de réaliser tous les rêves de sa modeste ambition. Ce montagnard vient de mourir de nos jours dans son pays, propriétaire du champ que le dominateur du monde lui avait donné. Cet acte singulier de bienfaisance dans un moment de si grande préoccupation est digne d'attention. Le premier consul s'arrêta quelques instants avec les religieux, les remercia de leurs soins envers l'armée et leur fit un don magnifique pour le soulagement des pauvres et des voyageurs.